C'est une étude qui relance le débat sur le lien entre alimentation et santé. Selon une chercheuse de l'INRA, la consommation d'aliments bio réduirait de 25% le risque de cancer. Alors, avant d'en débattre avec mes invités, on voit tout de suite les explications de Jonathan Debriez. Pour les chercheurs, le lien est avéré. S'alimenter principalement avec du bio réduirait d'un quart les risques de cancer. Ces produits contenant moins de résidus de pesticides. Pour ce sénateur écologiste, l'étude de l'INRA doit nous pousser à modifier nos habitudes. Alors habitude de consommation, mais habitude de production aussi de ce fait, puisqu'il s'agit véritablement cette fois d'accélérer la transition vers l'agriculture biologique. Et pour là, il n'y a pas de secret. Il faut transférer les moyens, les soutiens vers l'agriculture biologique. Pendant 7 ans, les scientifiques ont croisé l'alimentation de 70 000 volontaires avec d'autres variables comme l'âge, le poids ou la situation tabagique. Mais la sénatrice Sophie Primas pointe un biais. L'étude repose sur les déclarations des personnes interrogées. On peut imaginer que ceux qui déclarent depuis 7 ans ne consommer que 100% du bio ont des biais, j'allais dire, sociaux, peut-être des classes supérieures, des gens qui font plus attention à leur alimentation, qui font plus d'exercice, qui font plus attention au rapport végétal-animal, etc. et qui peuvent là aussi interférer sur ces résultats. L'étude indépendante de l'INRA se heurte aux avis des agences réglementaires pour qui les résidus de pesticides dans l'alimentation ne présentent aucun risque pour la santé. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Comment réagissez-vous, Henri Cabanel, à cette étude? Est-ce qu'il y a des biais qui pourraient la remettre en cause? Mais comme toute étude qui sort, forcément, il y a ceux qui contestent donc l'étude et ceux qui la défendent. Moi, j'aborderai le sujet d'une façon différente. Aujourd'hui, il y a une envie sociétale qui pousse donc les consommateurs à vouloir davantage de bio. Et qu'on le veuille ou pas, même si la présidente de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas, dit que peut-être c'est sur une classe sociale élevée. On va y venir sur ce point. Il n'en demeure pas moins qu'on sent qu'il y a une envie et on le voit dans nos familles qui n'achètent pas à un moment donné du bio parce que on a cette volonté de mettre en avant une alimentation saine. La problématique, il faut la prendre telle qu'elle est. Aujourd'hui, il y a des constats sur l'environnement, avec donc une diminution d'espèces d'oiseaux, d'insectes. Donc, on a un doute. C'est vrai qu'il n'y a pas formellement une preuve scientifique, mais forcément, il faut qu'on puisse avoir ce raisonnement qui consiste que, dans le doute, il faut avancer et essayer de trouver des solutions qui aillent dans une agriculture durable. Guillaume Chevrolier, une alimentation bio, sans pesticides, ça permettrait donc de réduire le nombre de cancers? Écoutez, c'est une étude qui donne des résultats. Ces résultats, ils ont leur faiblesse. Moi, je crois que ça permet d'être rassemblés aujourd'hui pour débattre. Et moi, je pense qu'il ne faut pas opposer ceux qui font du bio et ceux qui ne font pas du bio, comme ceux qui consomment du bio et ceux qui n'en consommeraient pas pour diverses raisons, et notamment des raisons budgétaires. Après, je pense que, d'ailleurs, sur ceux qui pointent les failles de cette étude, on voit bien que voilà, il y a peut-être une convergence, mais après, il faut voir l'ensemble du profil des consommateurs, il faut voir ce qu'ils font comme activité physique à côté, la diversité de leur alimentation. Alors, voilà. Le sujet, il est complexe. Après, on voit bien que de toute façon, il y a une aspiration à une partie des consommateurs à aller vers du bio. Mais moi, je tiens quand même à dire qu'il y a des agriculteurs qui font du conventionnel ou du rationnel. Et ce sont également de bons produits. Je pense que, pas plus tard que la semaine dernière, moi, je faisais une présentation des produits de mon département au Sénat. J'ai eu à cœur d'associer, naturellement, des producteurs classiques, l'agriculture conventionnelle et des producteurs bio. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Oui, Florent Gull, comment réagissez-vous à cette étude? Est-ce que ça vient conforter aussi justement la dynamique qu'on peut observer, à la fois cette envie sociétale, mais aussi peut-être avec des conséquences sur la santé des Français? Oui, parce que finalement, on y voit deux choses. D'une part, le fait de conforter ce qu'on entend depuis longtemps dans des enquêtes consommateurs. En France en particulier, la motivation première des Français pour consommer du bio, c'est les questions de santé, mais viennent très vite après les questions d'environnement et les questions de qualité des produits.
Et d'autre part, oui, on a un écart significatif. On ne va pas discuter de la méthode de l'étude, puisque tout ce qui a été dit contre arguments pouvant dire c'est pas suffisant, etc., de dire il y a le reste du comportement des consommateurs qui font plus de sport, qui fument moins, etc., ça a été pris en compte par les chercheurs qui ont fait cette étude. Ils l'ont déjà retiré. Donc on se retrouve après avec un écart qui est significatif. Donc oui, on a une étude qui vient conforter, comme celle qui était sortie depuis 2-3 ans maintenant. C'est récent, puisqu'effectivement, comme on le disait, il y avait peu de recul finalement sur la consommation de produits bio. Ça y est, maintenant on a ces études-là, il faut qu'on travaille avec ça. Étienne Gagneron, vous êtes surpris par les résultats de cette étude ou au contraire, ça vient conforter ce qu'on disait justement, l'impact que peut avoir la consommation d'alimentation bio sur la santé? Alors pas du tout surpris. Alors juste pour refaire un peu d'histoire, il y avait l'étude Bionutrinet menée par l'INSERM, donc avec la cohorte qui a été réutilisée par l'INRA pour affiner l'étude, qui là est intéressante puisque dans la première étude Nutrinet, elle avait été un peu décriée parce qu'il y avait énormément de biais, c'est-à-dire que la manière de faire de l'éducation, les classes aisées, la manière de s'alimenter était quand même très axée là-dessus. Il y avait un véritable biais. Là, aujourd'hui, une partie des biais ont disparu, une partie simplement. Moi, je considère que c'est plutôt une nouvelle intéressante, dans la mesure où le préalable qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas opposer les agricultures. Moi, je suis passé en bio il y a 22 ans parce que je voulais arrêter d'utiliser des produits phytosanitaires. C'est très clair. Par contre, à partir de ce moment-là, s'est ouvert un champ de complexité technique énorme. C'est-à-dire que, voilà, sans aucun recours à aucun produit, je suis confronté en permanence à des adventices, des maladies, des choses qu'il faut résoudre avec très peu de moyens, voire aucun. Donc c'est une étude qui va dans le bon sens puisqu'elle conforte un certain nombre d'éléments qu'on appréciait comme ça, mais dont on n'avait pas suffisamment de Parce qu'on rappelle, pardon, Étienne Gagneron, que les cancers du sein, ce sont les cancers qui sont surreprésentés chez les agriculteurs exposés aux pesticides et la consommation d'aliments bio permettrait justement une diminution de 76% de ces cancers, de ces lymphomes. Alors moi, je ne connais pas exactement... Ce sont les chiffres de l'INRA. Sur ces chiffres très précis de fréquence des cancers chez les agriculteurs, je sais que de manière générale, à part les lymphomes, où il y en a beaucoup plus en agriculture parce qu'il y a des gens qui sont plus exposés directement, parce qu'il y a aussi le facteur soleil et tout. De manière globale, la population des agriculteurs est un peu moins exposée que l'ensemble de la population française parce que globalement, ils fument moins, ils ont une vie un peu plus équilibrée, ils font plus d'exercice. Après, sur certains aspects, il y a sûrement un impact. Henri Cabanel, c'est vrai que cette étude intervient dans un contexte particulier, en plein débat sur les pesticides, sur l'interdiction du glyphosate avec le nouveau ministre de l'Agriculture, votre ancien collègue sénateur Didier Guillaume. Encore ce matin, il a rappelé que ce n'était pas si simple de trouver des alternatives au glyphosate et de sortir des pesticides. Je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que d'aller vers la sortie des pesticides. Mais il faudra un petit peu de temps et surtout au niveau donc des agriculteurs, on ne le fera pas sans eux. Donc il faut les accompagner vers ce système-là avec certainement des moyens de formation plus adaptés parce que, comme le dit monsieur, il est agriculteur, mais si j'y pose la question, est-ce que vous reviendrez en arrière? Est-ce que vous reviendriez sur une agriculture conventionnelle? Non. Bon, donc ça veut dire que nous devons faire ce constat qui est ce qu'il est, je le dis, au niveau des espèces, au niveau des pesticides, et le doute sur les perturbateurs endocriniens, sur les effets que cela peut apporter. Et donc, on doit se pencher effectivement vers une autre agriculture, mais en accompagnant les agriculteurs. Donc, il faut effectivement leur laisser quand même le temps. Il y a des agricultures où effectivement on peut se passer facilement de pesticides et d'insecticides. Bon, moi, je suis viticulteur. Je défends l'INRA à travers les recherches qu'elle fait sur les cépages résistants. Ça veut dire zéro pesticide, zéro résidu dans le vin. Mais il faut laisser le temps au temps. Un vignoble, ça ne se change pas comme ça. Parce que cette question de la rémanence des résidus de pesticides dans les sols aussi. Mais bon, on est quand même sur des taux de résidus qui sont acceptés par les organismes de contrôle. Donc, mais je pense qu'il faut tendre vers ça. Et en tout cas... Et cette étude pourrait justement remettre en cause... Voilà, si on n'y va pas, la société nous y amènera. Parce qu'aujourd'hui, le législateur, déjà, dans la loi Egalim, a mis en place donc 20% de bio sur les cantines scolaires. Et on va aller vers ça. Par le Sénat, réintroduit à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'on doit se préparer
effectivement, il ne faut pas opposer les agricultures conventionnelles et bio, mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, avec les constats qui sont faits, dans le doute qui est le nôtre, on doit amener les agriculteurs à aller vers là. Guillaume Chevrelier, il y a urgence à agir contre ces pesticides, puisque cette étude, je le disais, c'est la première fois qu'on met en lien finalement, en rapport le lien entre alimentation et risque de cancer. Je pense que chacun a une préoccupation environnementale, il y a les préoccupations liées aussi au changement climatique, donc on est dans une phase de transition, et nous, notre responsabilité, c'est d'accompagner les acteurs dans cette phase, et d'accompagner les agriculteurs. Il y a des orientations, il faut qu'il y ait aussi le temps pour eux qu'ils s'adaptent dans leur mode de Ça prend culture. du temps, mais est-ce qu'il n'y a pas urgence, Guillaume Chevrelier, quand on voit encore ces études? Oui, il y a urgence, mais après, il faut agir avec le sens des responsabilités sur, là, par exemple, le bio. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de fournir du bio pour l'ensemble de nos compatriotes aujourd'hui? La réponse est non. S'il s'agit d'être dans l'urgence et de dire on passe tout au bio et de facto, ça ne permettrait pas à nos agriculteurs de fournir en bio les consommateurs français. Donc ça entraînerait davantage d'importations de produits bio de pays où on ne maîtrise pas et on n'est pas aussi vigilant et où il y a autant de contrôle que dans notre pays. Donc c'est pour ça qu'évidemment, je pense qu'il ne faut pas être dans la polémique et caricaturer les positions des uns et des autres. Je pense qu'il y a une vraie préoccupation environnementale, qu'il faille utiliser des produits pesticides avec mesure et sens des responsabilités. Il y a quand même des certificats, je pense qu'on n'en est pas moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, avec davantage d'expertise. Il faut faire confiance au professionnalisme des agriculteurs, il faut les accompagner, mais rappeler, voilà, quand même... Donc il a raison, Guillaume, quand il dit qu'il n'y a pas encore de preuves scientifiques qui permettent justement de prouver de la dangerosité du glyphosate. C'est l'ensemble de facteurs, mais je pense que sur le plan scientifique, il n'y a pas d'études. On a même été avec la commission du développement durable du Sénat rencontrer le commissaire européen en charge du sujet. Il y a effectivement débat sur la question. Malgré l'étude de l'OMS. Florent Gull et ensuite Étienne Gagneron. Oui, non, mais je crois que ce qui est important, c'est effectivement l'évolution de notre modèle agricole et des agriculteurs. On n'a jamais eu autant d'agriculteurs qui passent en bio en France depuis 2 ans et demi. Encore cette année, en 2018, on est en train d'avoir beaucoup plus d'agriculteurs qui passent en bio que les 2 années précédentes qui étaient déjà très élevées, où on était en 2016 comme en 2017 à plus de 5000 agriculteurs. On aura bientôt 10% des fermes françaises qui seront en bio. Donc je crois que l'attente, elle est tout autant du côté des agriculteurs que du côté des consommateurs. Mais il faut accompagner les deux. On l'a dit sur la loi Egalim. Il y a ces questions de 20% de bio dans les cantines, mais aussi de 15% de la surface agricole française en bio en 2022, qui figure dans le même article. Donc ça, je pense que c'est des éléments qui donnent du coup de la visibilité aux agriculteurs, qui leur permettent de dire il faut qu'on passe en bio, puisque ça va permettre de satisfaire ce marché qui est en train de se mettre devant nous. Donc ça, c'est important. Et du côté des consommateurs, là aussi, il faut développer tous les outils qui sont permis. Avant cette étude dont on parle aujourd'hui, il y avait eu un rapport du Haut Conseil à la santé publique qui disait, par principe de précaution, sur certains produits comme les fruits et légumes frais, comme les céréales, etc., il faut viser le moins de résidus de pesticides possible, dont la bio est un des acteurs potentiels, bien sûr. Pas que, il y a d'autres méthodes de production qui s'en approchent et qui permettent de dire on va effectivement mettre en sécurité la question alimentaire. C'est important, ça a été vu dans les États généraux et je pense qu'il faut le développer. Le programme national nutrition santé qui se prépare doit prendre en compte ces éléments nouveaux. Étienne Gagneron. Alors l'objectif de l'ensemble des agriculteurs de France, c'est qu'il y ait de moins de résidus possibles et de fournir une alimentation la meilleure possible pour les consommateurs. Et le bio y participe grandement. Simplement, il faut insister sur ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire la progressivité et l'accompagnement. Florent parle de 10% à terme, et je pense qu'on va le réaliser parce que tous les jours, moi, je rencontre des agriculteurs qui veulent passer au bio, donc c'est important. Mais il faut quand même qu'à un moment donné où cette demande sociétale est soi-disant si forte que les consommateurs acceptent de payer le véritable prix des produits alimentaires. Ça fait quand même 40 ans dans ce pays qu'on achète à bas prix et le bas prix, ça ne va pas avec de l'alimentation de qualité. Donc c'est un vrai sujet. Et puis par ailleurs, je rappelle quand même qu'en termes d'accompagnement des agriculteurs qui passent en bio ou ceux qui y sont déjà, les pouvoirs publics ne respectent pas leurs engagements. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs
agriculteurs bio qui attendent la fin de leurs aides de 2016. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers 2015 qui viennent d'être soldés en 2018 et il y a encore des aides 2016 qui ne sont pas versées alors qu'on va bientôt être en 2019. Donc à un moment donné, il y a cette espèce de flou artistique. Tout le monde dit qu'il faut aller vers le bio. Au niveau technique, l'accompagnement est quand même, je pense, malheureusement très en retard, puisqu'on aurait pu anticiper. Je pense que la France s'est complètement trompée de paradigme en pendant 20 ans tapant sur les nitrates à tout prix. C'était il y a 20 ans qu'il fallait démarrer sur les alternatives aux phytos. On a pris beaucoup de retard dans ce pays et on demande aux agriculteurs tout seuls de rattraper le temps perdu. Je crois qu'il faut que chacun prenne sa part. On va écouter la position du ministre de l'écologie, François de Rugy, et je vous ferai réagir après. La politique du gouvernement français sur les pesticides, elle est claire. Notre objectif, c'est de réduire l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. De réduire drastiquement, puisque c'est de réduire de moitié les pesticides dans l'agriculture. C'est aussi de sortir du glyphosate en 3 ans. Nous nous en donnons les moyens, ce n'est pas facile. Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie travaillent ensemble et je travaillerai avec le nouveau ministre de l'Agriculture pour discuter avec, bien sûr, les représentants des agriculteurs, mais aussi parfois l'industrie agroalimentaire, mais aussi les distributeurs. Nous voulons travailler avec tout le monde pour réduire l'utilisation de ces produits pesticides, glyphosate et autres qui présentent potentiellement des dangers pour la santé. Voilà, François de Rugy qui était hier à un colloque organisé au Sénat, Henri Cabanel. Il n'y a pas de vision différente selon vous entre Didier Guillaume et François de Rugy pour sortir justement de l'utilisation du glyphosate dans les 3 ans? Alors si, je pense qu'il y a une différence de point de vue. Parce que là, on vient d'entendre M. de Rugy. Mais bon, derrière, quand on a une ambition politique, il faut s'en donner les moyens. Bon, je rappelle que ce gouvernement a supprimé les aides au maintien en bio. Donc déjà, un moyen. Mais je crois que, bon, au-delà du glyphosate, des pesticides, je pense qu'il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, il faut associer les citoyens et les consommateurs vers une agriculture durable. Et qu'on change de vision. Et quand je dis changer de vision, ça veut dire qu'il faut peut-être passer sur les PSE, paiements pour services environnemental, qui permettraient à la fois à l'agriculteur d'avoir des revenus supplémentaires sur un cadre bien précis que l'on construirait ensemble, mais aussi faire prendre conscience aux citoyens et aux consommateurs que grâce à ça, ils auraient une alimentation de qualité, mais ils auraient un service au niveau environnemental à travers la dépollution, la biodiversité, etc. Je pense qu'il faut changer de paradigme et aller vers une volonté qui... ça permettrait aussi aux Français d'accepter de payer un peu plus, justement, c'est ce que exactement. Et puis, pour en revenir au prix, il est évident que c'est essentiel et que malgré la volonté de l'ancien ministre de l'Agriculture et du gouvernement de mettre en place ce projet de loi Egalim, ce qui étrangle les agriculteurs, c'est la guerre des prix que se font la grande distribution. Ouais. Et si c'est pour avoir des produits bio, mais continuer à avoir du bio... On attend les ordonnances avec un... attention sur ce point. Florent Gull, consommer bio, c'est cher. C'est souvent un argument avancé par les détracteurs de la bio. Oui, alors il y a 2 choses à dire là-dessus. D'une part, ce qui vient d'être dit sur le fait de dire ça dépend de quel coût on parle. Quand il faut après travailler sur la question de la dépollution, maintenant sur les questions de santé, le coût global d'un produit, il va falloir le regarder en se disant est-ce qu'effectivement un produit bio est plus cher une fois qu'on a tout compté. Donc ça c'est notamment la question des paiements pour services rendus par les agriculteurs bio ou agriculteurs qui travaillent dans une direction proche de la bio, qu'on puisse valoriser le fait effectivement qu'ils rendent un service à différents endroits et que finalement on fait une économie globale à la fois la société et le consommateur. Et puis deuxième chose, je pense que le fait de mettre en avant régulièrement, de dire quand on propose des produits bio, ils vont être plus chers ou des produits sous signe de qualité, etc. Et donc, ça sera réservé à certains consommateurs qui ont les moyens. De nombreuses études aujourd'hui sont en train de casser ce mythe. Non, c'est pas aussi simple que ça. L'ANSES, l'an dernier, a fait une étude sur les comportements individuels de consommateurs où on
découvrent, enfin nous on ne le découvre pas, mais où certains découvraient que finalement, alors certes les plus grands consommateurs sont des cadres supérieurs, mais la deuxième catégorie socio-professionnelle en France qui consomme le plus de produits bio sont les agriculteurs. Donc j'ai cru comprendre que ce n'étaient pas forcément les gens les plus aisés. Donc je pense qu'il y a un point commun entre toutes ces personnes, c'est ceux qui connaissent bien les sujets, qui ont une formation initiale et une formation à ce que c'est qu'un produit de qualité et une agriculture de qualité, et que donc il faut s'appuyer sur ce vivier-là pour aller plus loin. Oui, d'autant que les aliments ultra transformés restent un facteur de risque pour le cancer, Guillaume Chevrollier. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment mobiliser tous les acteurs pour une agriculture de qualité, des produits de qualité, et puis éduquer aussi nos compatriotes pour une alimentation équilibrée, diversifiée, avec des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Enfin voilà, c'est tout un projet de société. Il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel produit et de jouer sur les peurs, parce que les agriculteurs aujourd'hui, encore une fois, c'est une profession qui a su s'adapter, ils vont s'adapter encore, mais ils ne veulent pas être stigmatisés par le reste de la société. Et je pense qu'on a tous les atouts par rapport à la richesse et la diversité de notre territoire en France, et donc la richesse et la diversité des exploitations agricoles, de fournir une alimentation saine et durable, pour reprendre le titre du projet de loi, en s'appuyant sur nos agriculteurs, sans aller chercher des produits à l'importation, à condition de faire confiance et travailler ensemble. Étienne Gagneron, on arrive bientôt au terme de ce débat. Cette étude, ça va permettre encore davantage de faire bouger les lignes, de faire évoluer les mœurs en faveur de la bio ? Oui, je pense que l'étude est intéressante. Après, derrière, je le redis, c'est véritablement l'accompagnement, parce qu'on ne peut pas laisser les agriculteurs bio porter à eux seuls tout le fardeau du développement de l'agriculture biologique. On a la chance d'avoir un développement de l'agriculture biologique à la française, qui est plutôt un mode de développement intéressant, c'est-à-dire que la grande majorité de nos produits sont faits pour nos consommateurs. D'autres pays européens comme l'Italie ou l'Espagne ont fait des choix différents. Ils font de la bio pour exporter, surtout l'Espagne. Donc il faut continuer dans ce schéma, il faut continuer à développer, accompagner les filières, mais il ne faut pas quand même dire trop de carabistouilles aux consommateurs. Ça coûte un peu plus cher. Moi, je suis producteur et j'ai un magasin de producteurs avec des associés. Je suis au contact avec les consommateurs toutes les semaines. Au départ, quand j'ai amené mes œufs à 40 centimes l'œuf et qu'ils avaient l'habitude d'en acheter à 20 centimes, ça tirait un peu la gueule. Quand on explique et qu'on est au contact direct, c'est plus facile, mais ça concerne que quelques pourcents de la population. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette acceptation, parce que voilà, 13% du budget des ménages dans l'alimentation, est-ce que c'est raisonnable avec toutes les attentes qu'on a envers cette alimentation ? Aujourd'hui, je dis non. Voilà, je ne vais pas citer de chiffres, mais ça mérite d'être rehaussé, et plus vert, c'est plus cher. Je suis désolé, c'est un slogan un peu simpliste, mais c'est quand même la réalité. Plus vert, c'est plus cher. Le 1er mai dernier, pas moins de 1200 Black Blocs défiaient les forces de l'ordre lors de manifestations à Paris. 300 d'entre eux avaient été interpellés pour violences sur policiers et dégradation. Pour endiguer ce phénomène, la droite sénatoriale propose donc ce texte qui est débattu cet après-midi pour durcir les sanctions envers les casseurs, comme nous l'explique Samia Bachir. À Nantes, contre la loi travail, à Paris, lors du rassemblement du 1er mai, des groupes de casseurs débordent régulièrement les manifestations. Une montée des violences que Bruno Retailleau voudrait endiguer avec une proposition de loi. Le président du groupe Les Républicains au Sénat souhaite alourdir les sanctions contre les auteurs de violences, en punissant par exemple d'1 an de prison les manifestants qui dissimulent leur visage. C'est à la fois, évidemment, pour que cette règle, ce droit constitutionnel de manifester puisse être intact et qu'on puisse évidemment protéger ceux et celles qui manifestent librement, paisiblement. C'est aussi pour protéger les forces de l'ordre. Parce qu'on voit bien que ces groupes nourrissent encore une fois une haine qui est une haine anti-flic. À gauche, on dénonce au contraire un texte liberticide. Chef de file des socialistes sur la question, Jérôme Durin s'inquiète de plusieurs dispositions du texte qui prévoient une fouille à l'entrée des manifestations et la création d'un fichier des personnes interdites de manifester. On prétend s'attaquer aux casseurs et on risque de nuire à l'ensemble des manifestants. Parce que, à l'évidence, il y a en germe dans les différents articles de cette loi des éléments qui peuvent nuire à la liberté de manifester. Donc ne mettons pas les doigts dans cet engrenage. Une opposition qui n'est pas sans rappeler celle sur la loi dite anti-casseurs adoptée par la droite en 1970 et abrogée 11 ans plus tard par François Mitterrand.
François Grosdidier, on a vu cette proposition de loi déposée très rapidement par Bruno Retailleau au lendemain des incidents qui avaient émaillé les manifestations du 1er mai. La droite a voulu réagir vite. Pourquoi? Le droit actuel ne suffisait pas? Non, le droit actuel ne suffit pas. Quand vous avez 1200 casseurs qui peuvent casser le 1er mai, que vous avez tellement peu d'interpellations, que les personnes interpellées d'ailleurs sont pour l'essentiel relaxées, un taux de relax 6 fois supérieur à ce qu'on a de façon ordinaire. Et pourquoi? Parce que en fait, le système est très mal fait. Il suffit de se réfugier dans l'anonymat en étant masqué. On se fond dans la foule. On sait que la doctrine, représentant syndical le dira mieux que moi, que la doctrine du maintien de l'ordre en France, c'est de se maintenir à distance. Donc en plus, nos concitoyens ne comprennent pas que les gendarmes mobiles ou CRS semblent observer les casseurs cassés. Donc il ne s'agit pas du tout d'empêcher le droit de manifester. Au contraire, on veut préserver la liberté de manifester, simplement en mettant fin à la liberté de casser, qui est la réalité aujourd'hui. Céline Verzelletti, quel regard portent les syndicats, les services d'ordre des syndicats sur ce texte? On a le sentiment parfois qu'ils se font déborder aussi lors des manifestations. Alors, écoutez, si je reviens sur ce qu'a dit monsieur, le 1er mai, c'est quand même en effet un bon exemple, justement. Vous dites que voilà, il y a eu des arrestations et qu'il y a eu des personnes qui ont été relaxées. Oui, bien évidemment, parce que ceux qui ont été arrêtés, c'était des manifestants qui étaient là de manière tout à fait pacifiste et non pas ceux qui étaient là pour casser. Ça, c'est une première des choses. Bien sûr que si, nous avons des militants qui ont été arrêtés, comme d'autres passants qui étaient simplement passants et qui n'étaient pas justement ceux qui devaient être arrêtés. Ensuite, ce fameux 1er mai, où on a été mis en danger d'ailleurs, et où les forces de l'ordre l'ont dit à ce moment-là qu'ils n'avaient pas eu les moyens suffisants et les ordres adéquats pour justement intervenir, il y a eu des fouilles. Des manifestants. Moi-même, j'y ai participé. Et ça fait partie effectivement des propositions. On ne peut pas dire que, par exemple, les fouilles puissent empêcher justement ces casseurs. J'en viendrai donc à dire que, a priori non, vous avez vu ce qui s'est passé. Justement, Stanislas Godon, est-ce qu'on peut fouiller chaque manifestant à l'entrée des cortèges? Ça paraît compliqué. En tout cas, juste pour répondre à votre question, en effet, cette loi nous paraît plutôt liberticide et on va y venir, une atteinte à la liberté de manifester. Dans la pratique, Stanislas Godon, est-ce qu'on peut pas mettre question vide? On va laisser parler Stanislas Godon pour que tout le monde s'exprime. Il faut déjà connaître ça. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre en pratique, justement, des fouilles à l'entrée des cortèges, Stanislas Godon? Alors, c'est fait actuellement sur des réquisitions du procureur de la République, notamment qui sont faits aux abords des manifestations. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas un périmètre qui est sanctuarisé, comme par exemple une fan zone, ou comme ça s'est passé pendant la loi travail, où il y avait eu une manifestation qui avait été organisée autour de l'Arsenal, et là c'était un circuit fermé. Dans la proposition de loi, il y a des périmètres de sécurité qui vont être organisés. Oui, et en fait c'est une extension en fait de la loi du 30 octobre 2017 qui est d'abord autorisé les préfets à créer, voilà, dans le cadre du terrorisme, et là en fait c'est dans le cadre du trouble à l'ordre public. Alors pour nous, c'est une avancée, ça va nous permettre effectivement dans un cadre administratif de procéder au contrôle. Alors c'est vrai que avec le consentement de la personne, c'est un peu compliqué, mais j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas y échapper parce que sinon, ça frappait notamment d'anticonstitutionnalité le texte. Maintenant, il y a des choses très très intéressantes dans cette loi. Pour nous, la première chose, c'est le délit. Lorsqu'on a un visage dissimulé, avant c'était une contravention de 5e classe, le fait de le passer en délit... 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Tout à fait, c'est extrêmement intéressant. Une contravention et 1 500. Après, il faudra se poser la question de la réponse pénale qui sera apportée lorsqu'on procédera à des interpellations, parce que je prendrai juste un exemple très simple qui nous concerne. Les outrages envers les agents de la force publique, je n'ai pas souvenir d'avoir des personnes condamnées à 1 an de prison. Donc j'espère que la chaîne pénale sera extrêmement sévère et que ceux qui décideront d'infiltrer vos cortèges avec des visages dissimulés, et d'ailleurs on en fait appel aussi à vos services d'ordre pour nous dire, vous êtes en relation permanente avec notamment les brigades d'information de voie publique, pour nous dire, lorsqu'il y a des personnes à visage dissimulé qui infiltrent les cortèges. Rémi Féraud, on l'a entendu, la gauche dit pas d'indulgence vis-à-vis des casseurs, bien sûr, mais attention, ce texte pourrait être liberticide. Aucune indulgence vis-à-vis des casseurs. Sénateur de Paris, j'ai été pendant longtemps maire du 10e arrondissement. Je sais ce que c'est que d'ailleurs la répétition de manifestations violentes avec des casseurs comme élus. Ceci dit, on a tendance trop, depuis quelques années, à chaque fois qu'il y a un problème, à vouloir le régler par une loi nouvelle, faite vite, trop vite, une forme de surenchère. Et donc, en ces matières qui sont extrêmement sensibles,
parce qu'il s'agit en effet de liberté publique, de la liberté constitutionnelle de manifester, de la place du juge par rapport à l'administration dans les interdictions qui peuvent être faites, de la responsabilité collective ou individuelle. C'est vrai que cette loi ressemble beaucoup à la loi anti-casseurs. Elle ne nous paraît pas offrir les garanties de liberté individuelle suffisantes. Et par ailleurs, si on doit légiférer en la matière, il faut le faire avec beaucoup de précautions, après y avoir bien réfléchi, écouter les différents acteurs, que ce soit d'ailleurs les représentants des forces de l'ordre. À l'évidence, il faut faire évoluer la doctrine de maintien de l'ordre, et je crois qu'au moins à Paris, la préfecture de police en a conscience. Il faut aussi travailler avec les organisations syndicales. Il faut prendre le temps de la réflexion et d'un vrai travail, parce que je vois dans cette proposition de loi des dispositions qui pourraient tout à fait s'appliquer à des personnes qui ne sont pas casseurs. Et voilà, je ne crois pas qu'une liste du préfet puisse suffire pour interdire aux gens de manifester. Ça me paraît même un fichier national qui va regrouper toutes les personnes interdites de manifester. Que pensez-vous de ce système? Écoutez, d'abord, moi je trouve extrêmement choquant de voir les images de ces casseurs cagoulés. Ça a choqué beaucoup de Français. On a un sentiment de laxisme parce qu'effectivement, il y a une doctrine d'intervention qui fait qu'on laisse un petit peu faire. Et puis, il y a un sentiment d'impunité aussi qui ne peut pas se poursuivre. Donc, moi, j'entends les propositions de réflexion et de travail en commun, mais moi, je suis contente qu'il y ait une proposition de loi qui permette justement cette réflexion et cette réflexion d'avancer. Et si on peut avancer rapidement, ça serait bien. Parce que les propositions de la gauche sur le sujet, on ne les a jamais entendues. Donc, il y a un moment donné où c'est bien de réfléchir, il y a un moment donné où c'est bien de proposer aussi. Donc, qu'il y ait certainement des choses à revoir parce qu'un texte n'est jamais parfait, mais en tout cas, j'ai l'impression que le texte qui est proposé là est une avancée et qui va dans le sens de protéger et de préserver la liberté de manifester et en même temps de supprimer la liberté de casser. Donc, moi, j'y suis plutôt favorable, sachant qu'on peut aussi modifier un certain nombre de choses. Le fichier, je pense que c'est pas mal parce que il faut quand même pouvoir repérer des individus. On parlait tout à l'heure de militants. On parlait de militants tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup de fichiers. Vous savez, on est dans un monde de fichiers. Pas sur les casseurs. Pas sur les casseurs. Il y en a sur les hooligans, il n'y en a pas sur les casseurs en manifestation. On est dans un monde de fichiers. Alors à ce moment-là, il faut revenir en arrière. Vous mettez des délits. Non, mais attendez. C'est vrai que les fichiers, c'est quand même difficile à accepter par la population. Non, mais attendez. Il s'agit de ficher qui ? Il s'agit de ficher des gens qui ont déjà commis des actes de délinquance et de dégradation. Il ne s'agit pas de ficher un militant syndical. Au contraire, ils seront protégés. Je ne comprends pas votre opposition à des dispositions législatives qui proposeront d'abord, qui vont avoir pour effet de garantir justement le bon ordre de bonne manifestation, qu'elle soit syndicale ou qu'elle soit environnementale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne proposez rien que de maintenir l'état du droit existant qu'il a montré qui était insuffisant. On n'a pas pu arrêter les manifestations du 1er mai, c'est pas en envoyant des conseillers à président de la République. Est-ce que vous faites des propositions, justement? Donc, il n'y a absolument aucune proposition la réponse de que madame. la nôtre qui est de calquer en fait les dispositifs qui ont fait leur preuve. On va écouter, si vous voulez bien, la réponse de Céline Berzelli. Allez-y. Alors, moi, je pense que le défenseur des droits fait un rapport très intéressant. Attends, mais alors, s'il vous plaît, vous me laissez finir, parce que moi, je ne vous ai pas coupé non plus. Le rapport du défenseur des droits, il y en a un qui date de 2017, justement, qui a été commandé par le président de l'Assemblée nationale. Précisément, ce qui préconise, c'est un rapport, je vous conseille de le lire, parce que lorsqu'on commande des rapports, c'est bien de les utiliser. Précisément, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse qui est proposé dans le projet de loi. Je cite, par exemple, la dimension judiciaire et répressive du maintien de l'ordre a pris une place plus importante dans la gestion de l'ordre public au détriment de la mission d'encadrement et de protection des manifestations. Ainsi, l'équilibre subtil entre exercice des libertés publiques et contraintes de sécurité sur lequel repose la doctrine du maintien de l'ordre se trouve fragilisé. Et lui-même préconise de ne pas recourir à des mesures, en tout cas trop souvent, telles que les contrôles d'identité réalisés et que ça irait à l'encontre justement de la liberté. Non, mais moi, je suis absolument pas d'accord avec le défenseur des droits. Ah ben voilà, vous pouvez. Je suis absolument pas d'accord. Écoutez les syndicats de police, vous proposez. Nous les avons entendus. Attendez, après, il faut arrêter de demander des rapports aux défenseurs de... Mais non, on n'est pas obligé de faire un rapport. Non, je trouve que c'est intéressant. Il n'y a pas
une seule solution et que nous... Non, il n'en propose aucune. J'aime beaucoup Jacques Toubon. Non, Stanislas Godon, allez-y. Il préconise des choses. Pardon, et on entendra aussi Rémi Ferraud pour que tout le monde puisse s'exprimer. Allez-y. Entre sécurité et liberté, s'il vous plaît, madame, on écoute aussi Stanislas Godon. Allez-y. On n'est plus en démocratie. Allez-y. Alors, la démocratie, c'est aussi de s'écouter sur le plateau. Allez-y. Oui, certainement, mais il faut résoudre le problème. S'il vous plaît, Stanislas Godon. Si je peux vous dire une chose, c'est que, en fait, la plus grande garantie des libertés, c'est de laisser les forces de l'ordre gérer les manifestations. Vous êtes d'accord avec ça, ben ça et en accord notamment avec vos services d'ordre. Et vous savez que notamment les contrôles d'identité, pour nous, ça nous permet par exemple de détecter quand quelqu'un fait l'objet d'un arrêté d'interdiction. Et c'est pour ça que ce fichier est très très intéressant pour nous, parce que vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas quand même dire que vous préférez avoir quelqu'un qui est interdit de manifestation parce que il a fait occasionner des troubles à l'ordre public, qu'il a cassé, qu'il a attaqué des forces de l'ordre, et vous préférez qu'il soit dans vos rangs. Je ne pense pas. Franchement, personne. Donc, moi, on est bien d'accord. Il fallait respecter la liberté de manifester. Le fichier qui est créé, c'est un droit fondamental. Le fichier qui est créé est un outil à disposition des policiers pour écarter ces manifestants. Et d'ailleurs, les peines sont extrêmement sévères lorsqu'ils participeront. Non, mais celui-là n'existe pas. Mais par exemple, parce qu'on a prononcé le mot de hooligan, on voit bien que ça existe parfois aussi dans les matchs de football et ça fonctionne pas très bien. Rémi Ferraud. Alors, s'il y avait... Rémi Ferraud. Simplement sur le bon sens. Comme ça, qui paraît, évidemment, vous êtes pour, tout le monde est pour... que les manifestations se passent sereinement et qu'il n'y ait pas de casseurs. La vraie question, c'est qui déciderait de qui est dans le fichier? Qui décide de qui est casseur? Est-ce qu'on fait l'objet de poursuites de condamnation et de poursuites? Pour l'instant, seul le pouvoir judiciaire peut le faire, ça donnerait au préfet, ça n'est pas ce qu'il y a dans la... autre chose, ça n'est pas ce qu'il y a précisément dans la proposition de loi. Non, je ne suis pas dans le fantasme. Il y a vraiment un manque de garantie en termes de liberté individuelle dans la proposition de loi. Et il faut... Est-ce que vous avez proposé un amendement là-dessus? Non, mais... Non. Je suis quand même assez interloqué par la désinvolture avec laquelle vous rejetez les arguments du défenseur de droit. Qui ont fait l'objet d'une interdiction de manifester. Enfin, c'est pas les autres. Vous fantasmez complètement autre chose. Mais c'est le préfet, François Grosdidier, c'est le préfet qui donnerait... C'est le préfet qui donnerait justement cette possibilité d'interdiction de manifester. Mais attendez, n'importe quelle interdiction de fréquenter un stade peut être attaquée devant le juge et doit être étayée sur des faits réels. On est dans un état de droit et la commission des lois a apporté des correctifs à tous ceux qui pouvaient éventuellement exposer ce texte à un risque d'anticonstitutionnalité sur tous les sujets, y compris d'ailleurs sur la responsabilité qu'on instaure du casseur-payeur, qui aujourd'hui n'existe pas. Une responsabilité d'ailleurs collective qui me paraît dans votre proposition de loi. Alors, laissez parler Rémi Ferraud, s'il vous plaît. L'action récursoire de l'État, ce n'est plus la responsabilité. Je sais qu'il y a des modifications qui sont intervenues en commission des lois. Ce qui montre bien d'ailleurs, et on le voyait dans l'intervention de Mme Trunley tout à l'heure, qu'il y a des interrogations, y compris dans la majorité sénatoriale. Vincent Delahaye, est-ce qu'il ne faut pas aussi non plus être que dans une logique répressive si on veut aussi lutter contre les Black Blocs? Il faut aussi comprendre leur mode de fonctionnement. D'abord, il n'y a pas qu'une logique répressive, il y a une logique préventive aussi. Là, on parle des manifestations et du bon déroulement des manifestations. Donc c'est ça qu'il faut essayer de préserver, de protéger. Donc moi, j'entends les propositions émises par mon collègue socialiste. J'aimerais bien qu'il y ait des amendements. Parce qu'effectivement, un texte, il peut être amélioré, il peut toujours être amélioré. Donc quand on a des précisions à apporter, notamment sur le fichier, on peut peut-être apporter quelques précisions sur le fichier, mais au moins qu'on sente qu'il y a une volonté d'aller dans cette direction-là. Là, on ne la sent pas. Là, on se dit, non, il faut rien faire, il faut rester dans l'équilibre actuel, entre guillemets, comme le dit le défenseur des droits, équilibre qui ne me paraît pas vraiment bon équilibre. Aujourd'hui, c'est pas un bon équilibre. Donc je suis désolé parce que moi, le défenseur des droits, attendez, madame, s'il vous plaît, je vous ai pas interrompu. Donc si vous voulez bien, je parle et puis après vous parlerez. Mais simplement, le défenseur des droits, il a le droit d'avoir son opinion et nous, on a le droit d'avoir la nôtre aussi. Moi, je me sens pas inférieur au défenseur des droits et en la matière, je n'ai pas le même jugement que lui sur l'équilibre, le bon équilibre des manifestations. On n'est pas sur ce plateau, mais il a fait des propositions dans ce rapport. Je disais simplement que dans la réalité, aujourd'hui, nous ne pouvons plus
manifester dans de bonnes conditions. Et je pense qu'il faut donner des moyens, en effet, aux forces de l'ordre qu'ils puissent maintenir l'ordre public en encadrant et en protégeant la liberté de manifester. Et je pense que cette loi ne permettra pas cet équilibre. Parce qu'il n'y a... Alors, Stanislas Godon, sur ces Black Blocs, est-ce qu'une pure logique répressive, ça permet aussi de mieux comprendre comment ils fonctionnent? Il faut aussi peut-être comprendre leur état d'esprit. François Gaudrier, allez-y. Dans la réalité, dans la vraie vie, alors, Stanislas Godon, s'il vous plaît, les Black Blocs, bon, vous savez, c'est pas une corporation en tant que telle, hein, c'est plutôt une philosophie, une manière de faire de la mouvance plutôt extrême gauche. Donc il y a eu des analyses qui ont été faites évidemment par les services. Hein, le renseignement travaille aussi sur ces groupes. Maintenant, en termes préventifs, effectivement, c'est là la difficulté, parce qu'ils sont extrêmement mobiles, ils infiltrent les manifestations, souvent d'ailleurs ils sont derrière les banderoles des confédérations, voire même parfois dans les pré-manifestations, et ils arrivent à s'équiper de manière très très rapide en quelques minutes. Donc évidemment, cette loi pour nous est un outil intéressant, parce que lorsqu'ils vont commencer à dissimuler le visage, c'est tout de suite, on aura un cadre légal pour procéder à des choses, à des interpellations, puisqu'on sera dans un cadre réglementaire, comme pourrait le demander d'ailleurs le défenseur des droits. Donc pour nous, c'est un outil intéressant. Et si jamais ils sont aux abords d'une manifestation et qu'ils font l'objet d'un contrôle d'identité et qu'on s'aperçoit qu'ils font l'objet d'un arrêté d'interdiction, eh bien là, tout de suite, on pourra les écarter évidemment de la manifestation. Donc ce sont des outils intéressants, importants pour nous. Par contre, évidemment, il y a le volet aussi, et là, nous l'avons dit très clairement, il faudra effectivement que la doctrine d'emploi des forces mobiles d'intervention dans le cadre du rétablissement du maintien de l'ordre soit plus claire, qu'on arrête de jouer au jeu du chat et de la souris, et que, enfin, une fois pour toutes, on décide, est-ce qu'on reste en retrait? Et dans ce cas-là, il se passe ce qui s'est passé au 1er mai, et là, vous avez un déferlement de violence. Ou est-ce qu'on procède à des interpellations, évidemment en unité constituée, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer 3 ou 4 collègues au milieu des Black Blocs quand ils sont 1200. Voilà, donc il faut mettre les forces en présence, donner des ordres clairs, utiliser les lance-hauts, qui font partie dans la gradation de l'usage de la force, je dirais, du spectre bas, donc qui est très très intéressant, qui pour nous permet de neutraliser notamment des individus. Céline Verzelletti. Alors, juste après, j'entends bien ce qui est dit. Moi, je le répète, ce qui se passe dans la réalité. Et le 1er mai, c'est intéressant. Alors, on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir. Mais quand même, il y avait un certain nombre de personnes qui n'étaient pas là pour manifester avec nous de manière pacifiste et qui étaient vraiment devant nous et qui étaient sur le pont d'Austerlitz, qui auraient pu à ce moment-là, et ça avait été dit, qui auraient pu à ce moment-là être neutralisés, et ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est quand même un problème. Et je pense que c'est pas ce genre de projet de loi qui permettra justement... Mais si, en tout cas, les forces de l'ordre auraient pu le faire. Non, juste. Est-ce que, moi j'ai juste une petite question. Est-ce que par exemple, en tant que force de l'ordre, vous êtes d'accord, et nous, ça nous inquiète un petit peu que ça soit aussi des entreprises privées qui puissent, avec ce projet de loi, c'est prévu dans ce projet de loi que ça soit aussi des agents privés qui puissent nous pas la version fouiller. Corrigée par la commission. C'est plus le cas. François Grosdidier, oui, la privatisation ça sera le mot de la fin. Ça, moi, je pense que c'est important aussi, malgré tout. Vous êtes organisation syndicale, c'est le cas aussi des ONG environnementales, débordées aujourd'hui par ce phénomène. Aujourd'hui, débordées, il n'y a pas que le 1er mai. Allez-y, sinon vous n'aurez pas le temps de développer, François Grosdier. Ces images montrent que vous êtes débordés, et c'est normal. C'est normal parce que il y a ce phénomène. C'est aussi au rôle des policiers d'intervenir, François Grosdier. Mais attendez, vous êtes organisateur de manifestations, à un moment, les organisateurs sont débordés. Bon, alors ensuite, non, sinon c'est que vous l'assumez. Si vous l'assumez pas, et c'est normal, c'est que vous... François Grosdier, on arrive au terme de ce... Si on peut développer un raisonnement... Allez-y, puisqu'on est au terme de ce débat. Eh bien, aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante. On a aussi une doctrine d'emploi des forces mobiles qui doit évoluer. Parce que jusqu'à présent, quand on avait affaire à des manifestants, comme traditionnellement la CGT, il y avait quelques débordements, mais on savait qu'en se tenant à distance, on n'allait pas au contact, on maîtrisait les événements. Aujourd'hui, quand on reste à distance, on laisse, c'est ce qu'on a vu, des casseurs cassés devant les yeux des forces de l'ordre. Je vous interromps parce qu'on a 1 minute pour conclure. On a entendu la position du gouvernement cet après-midi. On doit faire évoluer l'intervention des forces de l'ordre, même au sein de la manif, et on a besoin de faire évoluer la loi pour faire évoluer la position du gouvernement sur ce texte. On a entendu Laurent Nunez tout à l'heure, il parle de groupe de travail. Le gouvernement, pour l'instant, ne soutient pas forcément cette proposition de loi.
C'est regrettable parce que... Il peut peut-être venir à la soutenir. En tout cas, il n'a pas montré une fermeture par rapport au texte, ni au sujet d'ailleurs, et il sait qu'il faut que la doctrine évolue. Donc effectivement, mais il y aura des groupes de travail. Le texte a cet avantage-là de faire avancer le débat et de faire prendre conscience qu'il faut absolument qu'il y ait des dispositions qui soient prises à court terme pour ne pas reproduire ce type d'événement. Le tribunal de Strasbourg a accordé un sursis de 2 semaines à la série Ascoval. Elle est placée en redressement judiciaire. Elle attend de trouver un accord avec Vallourec, son actionnaire, pour valider l'offre de reprise du franco-belge Altifort. En attendant, l'usine reste bloquée. Stéphane Amalien. Il faudra attendre le 7 novembre pour une décision de justice sur le dossier de l'acierie Ascoval. L'actionnaire principal de l'usine, Vallourec, a annoncé lundi ne pas subventionner une offre de reprise portée par le franco-belge Altifort. Problème, l'État est actionnaire de Vallourec par l'intermédiaire de la Banque publique d'investissement et a donc indirectement approuvé cette décision. On ne peut pas envisager et ignorer que le gouvernement a les moyens de tordre le bras à Vallourec. Ce qu'on attend du ministre et du président de la République, c'est de dire à la Banque publique d'investissement, de dire à Vallourec, nous considérons que la filière acier et cette usine sont essentielles à l'industrie de notre pays. Nous voulons accompagner ce projet parce qu'il a tout son sens, en plus dans une région où on est entouré d'industries automobiles et ferroviaires. Depuis lundi, l'usine est bloquée par les salariés qui attendent une réunion avec Vallourec. Près de 300 emplois sont menacés. Alors que les collectivités mettent la pression sur Vallourec et sur le gouvernement, ce matin, Bruno Le Maire a annoncé vouloir mettre les moyens pour aider à la reprise de l'usine. Je suis prêt à ce que l'État mette 1 euro d'investissement sur Ascoval dès lors que 1 euro d'investissement privé aura été trouvé pour un projet qui soit durable. Oui, c'est nouveau. Mais je vous dis, Elisabeth Partichou, je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Je ne lâche rien. Un engagement qui a pu influencer la décision du tribunal qui accorde donc 2 semaines supplémentaires pour trouver une issue. 2 nouveaux candidats se sont manifestés pour la reprise de l'usine Ascoval qui pourrait devenir le Florange du quinquennat Macron. Alors pourquoi la France a-t-elle du mal à conserver son secteur manufacturier? Après une courte embellie, l'industrie nationale se remet à perdre des emplois. C'est selon les experts souvent un problème de compétitivité. On en parle tout de suite dans notre premier débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-François Longeau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Doubs. Marcel Bourquin est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur socialiste du Doubs. Alain Chatillon est également avec nous, sénateur Les Républicains de la Haute-Garonne. Et puis Dany Wattebled, bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants du Nord. C'est donc dans cette région que se situe Ascoval. On l'a vu, c'est donc le nouveau symbole de la difficulté de la France à maintenir ses emplois industriels. Ce nouveau délai, est-ce qu'il sera suffisant? 2 semaines, dit le tribunal de commerce de Strasbourg. On entend aujourd'hui 2 repreneurs dans l'entreprise Cochet du secteur valenciennois. Je pense qu'un jour, ça peut permettre aux uns et aux autres de se mettre en place et surtout au gouvernement de prendre des décisions qui permettraient de garder cette industrie quand même qui est de pointe. On n'est plus dans la sidérurgie lourde où à l'époque on a eu le prime usineur, on est quand même dans une industrie assez fine. Et je pense que même s'il y a une légère perte de charge de travail, on peut maintenir cette très belle usine dans la région. Alain Chatillon, vous avez travaillé notamment avec Marcel Bourquin sur cette question de la désindustrialisation. Qu'est-ce que ça vous inspire, le cas d'Ascoval, alors que, je le disais, on avait connu une certaine embellie, on arrivait un petit peu davantage à maintenir les emplois industriels en France? Côté les emplois industriels, il faut d'abord les maintenir pour en créer d'autres. Pour ça, il faut créer de la valeur ajoutée. Or, on est dans une période où à la fois l'automatisation, mais aussi l'hyper-concentration des acheteurs dans tous les domaines, fait que l'industrie a connu des problèmes. Et pour cela, il faut des solutions. Et il ne faut pas se retrouver dans la problématique que l'on connaît depuis maintenant 1980, où on a perdu 60% des emplois. On est passé de 5 500 000 emplois à 2 600 000 aujourd'hui. Et qu'on ne prenne pas les initiatives. Je rappelle simplement que sur le commerce extérieur, c'est peu. Mais enfin, on est à moins 62 milliards quand l'Allemagne est à plus 170 milliards. Donc il faut vraiment aujourd'hui recoller aux problématiques essentielles. Marcel Bourquin, votre regard sur cette situation? J'ai l'impression que l'État est un peu spectateur dans cette affaire. D'abord, il faut remarquer quand même qu'il n'y a pas de ministre de l'Industrie. C'est quand même assez grave.
La deuxième chose, c'est que je ne pense pas que l'industrie, c'est ce que nous avons dit avec mon collègue, est une priorité en France. Alors qu'en Allemagne, même en Italie et dans d'autres pays, l'industrie est une priorité, en France, non. Il n'y a pas de politique industrielle en France, est-ce que Cette politique industrielle, en tout cas, on ne la voit pas. Quand on a vu ce qui s'est passé sur Alstom, où on a mis sous drapeau allemand un joyau industriel français, on est un peu surpris. Tout se fait comme cela. Et là, sur Ascoval, mon collègue avait raison de dire que là, on n'est pas dans l'industrie lourde, on est dans l'industrie fine, on est dans des joyaux industriels. Si ces savoir-faire s'en vont, ils ne reviendront pas comme cela. Et donc, il y a besoin d'avoir un gouvernement qui ne gère pas tout à la place des entreprises, mais qui est aux côtés des entreprises et qui... Je vais vous donner un exemple. Regardez là. Gilet pare-balles de l'armée et de la police. Le ministère de l'Intérieur fait, il y a 2 mois, un appel d'offres. C'est allé une entreprise irlandaise, alors qu'une entreprise, une ETI française, a toujours fait ce travail et elle le fait dans des conditions remarquables. Sur ce point, justement, sur ces produits made in France qu'on n'arrive pas à valoriser. Alors, moi, je pense que Alain Jadillon a raison sur le fait de dire il faut déjà garder ce que l'on a et vraiment le maintenir. Mais je crois qu'il faut aussi que l'on anticipe. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple sur lequel je me bats depuis un moment et j'ai l'impression d'expliquer les choses à un mur ou à je ne sais qui. C'est le fait du véhicule électrique. Et tout le monde sait que lorsqu'on fabriquera des véhicules électriques, il faudra beaucoup moins de personnel pour fabriquer des moteurs électriques que pour fabriquer des moteurs actuels. Et je lance cet appel depuis longtemps pour dire, mais est-ce qu'on va, à un moment donné, accompagner des porteurs de projets qui, demain, vont recycler les batteries? D'abord, 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, on va maintenir des emplois, on va créer des emplois, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va aussi participer à la protection de notre environnement. Je crois qu'on n'arrive pas, dans ce pays, à anticiper. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est grave et qui est important. Et je crois aussi, quand même, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable et puis dire non, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Vous savez, l'apprentissage est quelque chose que l'on a totalement abandonné. Ouais. Martial Bourquin parlait tout à l'heure d'Alstom. Mais dans ma commune, il y avait une école d'apprentissage sur Alstom. Aujourd'hui, cette école d'apprentissage n'existe plus, donc on ne forme plus. Il y a quand même eu, vous parlez d'un problème d'anticipation, une alerte des élus locaux. Je vous propose d'écouter Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Il était notre invité, c'était la semaine dernière de Territoire d'Info. Il avait déjà tiré la sonnette d'alarme. On l'écoute. Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances, qui nous dit à tous, cette usine de Vallourec, on va la revendre à Ascométal, c'est une bonne affaire, vous pouvez y aller tous les yeux fermés, ça vaut la peine. Ouais, c'est ça l'origine. Ouais. Je le dis sans chercher querelle, juste pour bien préciser, je ne dis pas d'ânerie, c'est bien ce qui s'est passé à l'époque. Bon, il s'avère qu'Ascométal, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Et l'an dernier, vous avez une possibilité de rachat d'Ascométal par 2 groupes. Soit un groupe anglo-indien, Liberty, soit un groupe suisse-allemand, le groupe Schmolz. Et nous, on dit à l'époque, attention, si c'est Schmolz ne reprendra pas Ascoval et on va à la cata parce que Ascoval va disparaître. Le gouvernement n'a pas laissé faire, le gouvernement a souhaité que ce soit Schmolz, avec donc la fermeture. Et donc la responsabilité sur le gouvernement aujourd'hui pour vous? Clairement. Il y a une responsabilité, c'est ce que nous dit du gouvernement. On va prendre l'exemple, mon collègue disait, le rachat par Siemens d'Alstom. À un moment donné, on a mis, quand même, le président Picot d'aujourd'hui était quand même ministre de l'économie à l'époque, il laisse partir un fleuron sous couvert allemand en nous vendant presque un Airbus du train, et on se retrouve 51-49, vous n'allez pas me dire que l'actionnaire 51, c'est pas le majoritaire. Et quand on sait qu'Alstom aujourd'hui a un carnet de commandes bien rempli de commandes publiques, on aurait peut-être pu quand même dans ce mariage-là dire, voilà, on travaille sur un point de parité, on fait un groupe européen pour, bien sûr, être concurrentiel par rapport au groupe américain ou chinois ou indien. Ça a du sens. Reprenons ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'échelle de la France, les groupes sont, je veux dire, moyens, petits, moyens, mais en regroupant au moins au niveau de l'Europe, comme ça aurait pu être fait dans ce cas-là, on avait un groupe qui tenait la route, on évitait Bombardier, mais il fallait travailler comme sur un point de parité et l'État mettre son engagement dans la balance. Là, on a essayé de faire Siemens et vous allez voir,
Et c'est ce que dit Xavier Bertrand de très bonne façon. Dans quelques années, quand on fermera des sites en France, tiens, on va fermer Belfort, on fermera... Pas tout de suite. Parce qu'il y a d'autres sites. Parce que General Electric, j'insiste là-dessus, avait promis 1000 emplois. Ils ne sont jamais arrivés. Il y a d'autres exemples, Nestlé à Beauvais dans l'Oise, il y a aussi le site de Ford à Blanquefort. Alain Châtillon, le rôle de l'État, la responsabilité, que peut faire l'État justement face à cette situation? Mais d'abord, c'est accompagner ce qui existe. Ce qui existe, c'est quoi? Nous avons des pôles de compétitivité. Ces pôles de compétitivité n'ont pas de moyens financiers aujourd'hui pour assurer leurs compétences. Face à des Landers qui appuient fortement leurs entreprises en Allemagne, face en Italie au district, à l'italienne, et je crois que là, on a un élément fort. Le deuxième point, plutôt que d'aller chercher de l'argent on ne sait où et sur le contribuable, est-ce qu'il n'y a pas une solution? C'est ce que j'ai proposé, que je ne trouve pas dans la loi Pacte, alors que le ministre m'avait assuré qu'il allait l'y mettre. C'est un PEA destiné aux PME. Ce plan d'épargne logement, si on prend 1% sur l'assurance vie, ça laisse 17 milliards. 17 milliards qui accompagneraient les entreprises PME à devenir des ETI. Il faut savoir que l'Allemagne a 4 fois plus d'entreprises intermédiaires que nous. Il faut également savoir que la fiscalité est totalement différente entre l'Allemagne et la France. Les entreprises allemandes, ce sont des fondations. Et ces fondations permettent de passer, de transiter à ses successeurs, quels qu'ils soient, famille ou pas famille, mais aussi aux salariés, de devenir actionnaires de leur entreprise. Et je crois que ça, on ne sait pas le faire, et le PEA pourrait être un élément déterminant. Marcel Bourquin, ensuite Jean-François Lejeune. L'article de ce matin du Monde de M. Artus dit clairement que... C'est l'économiste Patrick Artus, effectivement, qui publie ces chiffres sur la désindustrialisation. Et qui dit qu'on s'approche des années 2000 avec peut-être une crise industrielle encore très forte. Il y a des moyens... On a fait des propositions, 45 propositions. 45. Dans ces propositions, il y a le PEA Industrie, mais il y a aussi la stratégie de suramortissement. Qu'est-ce qui se passe à suramortissement? Vous avez des entreprises, des PME, des TPE, qui ont du mal à investir, parce qu'elles ont des marges souvent insuffisantes. Avec le suramortissement, ils pouvaient retirer de leur fiscalité 40% de ces investissements. On a arrêté ça l'année dernière, au mois d'avril, excusez-moi, en disant que c'était trop cher. Regardez ce que ça donne. Aujourd'hui, il y a besoin d'un pilote dans l'avion. Et le pilote dans l'avion, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne réglera pas tout en privatisant et en mettant du marché. Dans l'avion. Oui, je parle du président. Ça a été abordé cette question ce matin en Conseil des ministres. Écoutez ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, lors de la conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres ce matin. L'État, on sera, nous, aux côtés des collectivités locales et on est prêt à prendre notre part financière à l'accompagnement, à condition d'obtenir des financements équivalents de la part des partenaires privés. Le principe, il a été fixé par Bruno Le Maire, il est très simple. S'il y a 1 euro d'argent privé, on mettra 1 euro d'argent public. Mais il n'est pas question que ce ne soit que à la charge de la collectivité, qu'elle soit territoriale ou de l'État. Et donc, à chaque euro d'argent privé, on mettra 1 euro d'argent public. Une nouvelle réunion va être convoquée dans les prochains jours pour faire un point sur le dossier de reprise. Jean-François Longeau, on va quand même le gouvernement mobiliser sur cette question. Oui, mobiliser effectivement sur cette question. Mais vous savez, Marcel Bourquin parlait de pilote. Mais je crois qu'effectivement, et c'est valable pour tous les gouvernements, si je reprends Alstom Siemens, il y a 10 ans, on a vendu la partie électrique à GE, General Electric. Et on nous a expliqué il y a 10 ans qu'il fallait aller avec GE parce que Siemens, c'était pas le bon plan. Et quelques années après, on nous dit, ce coup-là, il faut mettre Alstom avec Siemens. Alors, je veux bien que Siemens ait progressé ou n'était pas bon il y a 10 ans, je ne sais pas. Mais je veux dire, il faut vraiment qu'on nous pilote d'une façon qu'on ait une vision, qu'on voit les choses. Parce que moi, je ne vous cache pas que je n'ai pas compris la vente de la partie électrique à General Electric, parce qu'on disait que General Electric était meilleur et que Siemens n'était pas bon, et puis 10 ans après, ma foi, c'est Siemens qui a... Avant je pense qu'on brade un peu notre patrimoine industriel. Oui, justement, je voulais venir dessus. On est dans l'attentisme le plus total. Au lieu d'avoir un État stratège qui mouille la chemise. Je me rappelle, il y a eu des problèmes avec Alstom, que ce soit de droite ou de gauche, les élus allaient chercher et trouver des solutions. Là, on a l'impression que l'État attend en disant, s'il donne, on donnera, si les collectivités... C'est quoi cet attentisme? C'est à lui à monter au créneau. Plus grave que ça, il prend dans la poche des collectivités qui n'ont plus d'argent. En plus.
puisqu'aujourd'hui, le transfert, quand on prend le département, les régions, une région comme la région Nord, 3,7 milliards de budget, un Länder 47 milliards ou 40 milliards allemands. Qu'est-ce qu'on va comparer? C'est à l'État de faire le geste, c'est pas de dire voilà, on va racler les fonds de tiroir des collectivités locales pour continuer quelque chose. On va retourner salle des conférences, puisqu'un autre élu du Nord est au micro de Tamtranews, c'est le sénateur communiste Éric Bocquet. Plus d'1 million d'emplois indirects seraient impactés par la fermeture de cette aciérie. Oui, effectivement. Éric Bocquet, tout d'abord, votre avis sur la place qu'occupe à Ascoval, cette aciérie dans votre territoire, quelle est son importance? Elle est essentielle. C'est d'abord un outil performant qui marche très bien, qui a des savoir-faire, qui produit des produits de qualité, haute qualité, valeur ajoutée. Et puis dans un territoire comme le Valenciennois, on connaît l'importance de la sidérurgie de manière générale. Donc cette entreprise est viable, c'est pas un canard boiteux. Là, Vallourec tente de transférer les activités en Allemagne, on parle d'investissement en Chine, donc si nous devions après réimporter les produits fabriqués par eux ailleurs, ce serait tout à fait inacceptable. C'est un sujet qui a beaucoup fait débattre en plateau. À l'instant, ces mots de Benjamin Griveaux qui a dit que l'État était aux côtés des collectivités, mais que pour 1 euro d'argent privé, il y aurait 1 euro d'argent public. Est-ce que c'est suffisant pour vous, cette attitude de l'État? Il faut des actes forts. L'État est interpellé directement. L'État d'abord est actionnaire à 15% dans l'opération. Il faut qu'il monte en capital. Il faut qu'il monte à 33%. Monsieur Macron, alors ministre, beaucoup plus, absolument. Monsieur Macron, alors ministre de l'économie en 2016, avait visité le territoire, avait tenu des propos rassurants aux élus locaux en disant que le site serait préservé, qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est annoncé. Donc il y a une responsabilité forte. On a encore un petit délai là jusqu'au 7 novembre pour agir fortement, rassurer peut-être les banques qui sont aussi réticentes. Si l'État s'engage via la BPI par exemple, je pense que les banques seraient moins réticentes. Emmanuel Macron, président de la République, doit tenir les promesses d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. C'est le minimum qu'on attendrait de M. Macron. On voit qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui se mobilisent là-dessus. On a entendu à l'instant, par exemple, Xavier Bertrand aussi qui a absolument, il y a consensus. Tout le monde est mobilisé avec la même démarche de sauver cet outil performant dont on a besoin et qui s'inscrit dans une politique industrielle ambitieuse pour la France. Et alors justement, Emmanuel Macron doit se rendre normalement le 7 novembre dans les Hauts-de-France. Comment va-t-il être accueilli? Peut-il venir si le dossier n'avance pas? S'il vient main dans les poches, on va le huer. S'il vient avec un carnet de chèques, il sera applaudi. Eh bien, merci beaucoup Éric Bocquet pour votre réaction. Merci à vous, Tam, le message est passé. Ça pourrait être le premier fiasco industriel du chef de l'État, Alain Chatillon, cette aciérie Ascoval. Ça a été rappelé, il l'avait visité avant d'annoncer sa candidature à la présidence de la République. Écoutez, moi je crois au travail d'équipe. Et je pense que, comme ça a été dit, la France a besoin d'un responsable de l'industrie, qu'il soit secrétaire d'État ou peu importe. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir quelqu'un qui pilote l'activité industrielle. Deuxième point, c'est de s'appuyer sur les régions. On a fait des régions. Ces régions, elles valent ce qu'elles valent. Mais aujourd'hui, elles ont les éléments pour accompagner les entreprises. Comme je le citais tout à l'heure, on a les pôles de compétitivité. On a des atouts. Utilisons-les. Et ne les laissons pas de côté. La BPI est une histoire remarquable. Je ne peux que souscrire à ce qui a été fait avec la BPI. Et l'accompagnement qu'elle fait des entreprises est remarquable parce qu'elle n'intervient pas qu'en emprunt, elle intervient également en capital. Comprenez-vous? Et je crois que là aussi, c'est un élément fort parce que on manque, ça a été souligné tout à l'heure, on manque de capital au niveau de ces entreprises. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est les accompagner. Il y a Business France qui fait un bon travail au niveau international. Et je pense que si on arrive à mêler tout ça et à accompagner les chefs d'entreprise, ce n'est pas les collectivités qui vont accompagner les entreprises, mis à part les régions, mais ce n'est pas les communes. Elles n'en ont pas les moyens ni la compétence. En revanche, c'est à l'État de décider ce qu'il veut faire, comment il veut le faire et avec qui il veut le faire. Sur ce problème de compétitivité, comment on remédie justement au manque de compétitivité, Dany Wattebled? Je pense qu'il faut aussi alléger certaines choses. On a fait un CCE, mais avant de faire un CCE, il faut surtout donner les moyens aux entreprises d'alléger. On leur complexifie sans arrêt la vie avec des nouvelles choses. Maintenant, c'est le prélèvement à la source. C'est l'entreprise à mettre en place sans arrêt. Donc, c'est l'entreprise qui est toujours acteur de difficultés. Je crois qu'il faut simplifier beaucoup de choses au travers des problèmes d'entreprise. Moi, je voudrais revenir sur un point qui est intéressant quand même, parce qu'on ne se sert même pas des erreurs du passé. Puisqu'on continue à vendre des choses, on parle de vendre ADP, Aéroport de Paris, ou Enedis, qui est notre filière anciennement EDF. Il suffit d'aller regarder ce qui s'est passé à Toulouse, avec les racheteurs chinois. Regardons ce qui se passe, analysons, et n'allons pas remettre sur le marché
aéroport de Paris. C'est notre indépendance, c'est des choix stratégiques. Donc je pense, comme mes 2 collègues rapporteurs, qu'on n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie. On fait au coup par coup. Là, on est parti sur le fait de dire, voilà, on va essayer de récupérer de l'argent pour avoir un fonds de 10 milliards d'euros pour les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, mais derrière, on laisse que les cadres en route. Donc, il est temps de stopper, de dire, voilà, il faut analyser ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a fait, et surtout pas les recommettre. D'autant que la conjoncture est beaucoup moins favorable aux entreprises. La hausse du pétrole brut et différents facteurs montrent que la situation est plus difficile. Mais justement, c'est dans ces situations que l'État doit piloter une vraie politique d'État stratège, être aux côtés des régions, comme c'était dit tout à l'heure, avec un instrument comme la BPI, et surtout, à un moment donné, recapitaliser. Et le vrai problème qu'on a signalé dans cette étude que nous avons fait pendant des mois, c'est que la compétitivité, ça se réglera avec l'industrie du futur. Si on n'investit pas massivement dans l'innovation, dans l'industrie du futur, vous regarderez la robotique par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, nous ne sommes même pas à 50% de ce qu'ils ont comme robots. Et nous devons investir, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du suramortissement, pour veiller à faire en sorte qu'une industrie, un pays sans industrie n'est pas une grande nation. Il y a quand même des mesures avec le CICE, justement, pour réduire le coût du travail. Alors, c'était pour ramener des marges à peu près à la moyenne européenne. Maintenant, nous avons besoin d'investir, mais lourdement dans l'industrie, et pas seulement les grands groupes, parce qu'ils le font, mais aussi les PME. Alain Châtillon, sur ce point, sur le CICE, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas suffisamment porté ses fruits? Non, je pense qu'il n'est pas forcément bien utilisé non plus. Il faut regarder quels sont les gros opérateurs qui reçoivent le CICE. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'occuper des PME, des PMI et des ETI, parce qu'elles inondent le territoire, elles l'irriguent de façon correcte. Mais je vous cite un cas concret qui est un élément positif, le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche est un élément déterminant pour les entreprises. Mais moi, ce que je souhaite, et je l'ai demandé au précédent gouvernement, c'est que sur le crédit impôt recherche, on impose à celui qui le reçoit de garder ses actifs pendant un certain nombre d'années, minimum 5 ans. Sans citer de nom, il y a des entreprises importantes qui sont parties à l'étranger après avoir encaissé le crédit impôt recherche. Et ça n'est pas normal. Et là, je défends une nouvelle fois l'État, comme je sais le défendre. Mais je dis, franchement, il faut mieux gérer les fonds publics au niveau du monde de l'entreprise. C'est compliqué, pour reprendre les mots de la sénatrice Valérie Létard, de tordre le bras à une entreprise. C'est possible. Quand PSA était en grave difficulté, le gouvernement, et puis on ne fait pas de politique politicienne. Il a fallu à un moment donné recapitaliser, aller chercher un autre investisseur. On a sauvé PSA. Regardez voir, maintenant ils viennent passer dans Volkswagen. Ce qui s'est fait avec PSA doit se faire sur toutes les entreprises. Oui, et surtout, il faut ajouter, c'est le problème de concurrence qui vient de l'étranger. Je dis aujourd'hui, nous sommes dans une situation terrible, c'est-à-dire une réglementation accrue pour les entreprises françaises, et qui se voient concurrencées en France par des produits qui rentrent et qui ne sont pas conformes à la réglementation. Donc là aussi, je crois qu'on a, avec l'Europe, bien évidemment, nous avons un rôle majeur à jouer. On ne peut pas continuer à recevoir des blés, je cite les céréales, qui affaiblissent le marché français, qui sont OGM, pendant qu'on interdit en France les blés OGM. Donc là, il va falloir véritablement, et ce combat, il faut le mener très vite. Parce que l'innovation passera aussi par les moyens des entreprises à assurer leur fonctionnement. Jean-François Longeau, est-ce que justement... Oui, je crois qu'effectivement, on ne parle pas aussi assez on parle des très grosses entreprises, mais on ne parle pas suffisamment des PME et des PMI, qui effectivement sont aussi un fleuron et qui sont sur l'ensemble de nos territoires. Les grosses entreprises sont sur des secteurs bien ciblés. Les PME et les PMI sont dans des secteurs et dans nos territoires qui, effectivement, ne peuvent pas accueillir de grosses entreprises. Mais je crois qu'on a un problème qui est un problème français, c'est notre réglementation. On a une réglementation qui est folle. Quand on demande à un chef d'entreprise de 10 salariés, de 15 salariés... de remplir tout un tas de choses parce qu'on soupçonne de ceci, parce qu'on soupçonne cela, parce qu'on dit au maire, mais attendez, il faut lancer 10 appels d'offres pour faire 3 mètres carrés de trottoir, pour faire un peu de route. Je veux dire, on a vraiment compliqué les choses et tout ça sous je sais pas quoi, de dire on veut laver plus blanc que blanc. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire et je pense qu'il faudra qu'on assouplisse un peu les choses parce que il faut savoir que nos PME, nos PMI,
eh bien, c'est un vivier d'emploi énorme. Et ce sont des gens qui sont installés sur nos territoires et qui, en général, ne... Et puis, si c'est pour revenir, par exemple, tout à l'heure sur Alstom, Alstom, c'était quand même, pendant un moment, quelque chose. Les syndicats nous l'ont dit. La direction, moi, me dit que c'est pas vrai, mais j'ai du mal à les croire. C'est quand même de la commande publique. Oui. Donc de l'argent public. Et pourquoi, avec de l'argent public, on va commander des matériels à l'extérieur, en Inde ou en Chine, et que nos usines, pendant ce temps-là, souffrent. Oui. Je pense que ça, c'est pas normal. C'est un peu agaçant de voir que la commande publique va servir sur un groupe qui reprend Alstom. Et je voudrais revenir à ce que dit notre collègue, cette connexion entre les PME, parce que l'Allemagne exporte beaucoup avec des grosses PME. On n'a pas cette vocation en France de les faire grandir. Et notamment avec le rapport avec la recherche. On n'est peut-être pas assez réactif entre les universités et les sociétés qui sont d'une taille moyenne pour faire exploser les dossiers. Moi, je vais revenir vers vous prochainement sur un tout petit sujet qui est quand même surprenant. C'est l'école centrale de Lille qui a trouvé un process pour bloquer les barrières si une voiture se retrouve au milieu. Ils prennent contact avec la SNCF, pas de retour depuis 1 an. C'est un sujet que je vais m'emparer, je vais faire un reportage dans le Nord là-dessus. Et je trouve ça un peu désolant. Aujourd'hui, les Japonais ont le système qui coûte, je veux dire, plus de 150 000 euros. Eux, ils arrivent à avoir un process qui reviendrait à 40 000 euros. Et vous voyez, décliner ça, si on était en connexion les uns les autres. Et c'est là où il manque quand même, comme tu le disais très bien, un pilote dans l'avion. Avec des mesures aussi en faveur du patriotisme économique. Alors, du quotidien. Oui. Justement, pour aller dans le même sens que mon collègue, patriotisme économique, c'est ça. Regardez voir. Le reste à charge concernant les lunettes. J'ai rencontré les industries du Haut-Jura. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Telles que se présentent les choses en si peu de temps, ça va être essentiellement des montures chinoises qui vont se faire à la place des montures du Haut-Jura et de plusieurs endroits, notamment dans les Hauts-de-Seine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on prend une décision comme ça, le zéro à charge, c'est une belle chose, il faut le faire. Simplement, pas au détriment de l'industrie. Tout est comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi le patriotisme économique? À un moment donné, allez vendre à des Allemands. Allez vendre à des Allemands. Regardez la commande publique allemande, elle profite essentiellement. Les produits français reviennent souvent trop chers aussi par rapport à leur niveau de qualité. C'est dans l'étude de Patrick Artus que vous évoquiez tout à l'heure. Vous savez comment ça se passe, les appels d'offres. Soit c'est le moins 10 ans, soit c'est le mieux 10 ans. Quand je vous parlais des gilets pare-balles, il s'agit de sécurité. Cette PME, cette ETI qui est là, qui fabrique ces gilets pare-balles, sait les faire. Elle a montré son savoir-faire et il faut une sécurité maximum sur ces questions-là. Eh bien, on a préféré acheter en Irlande et de mettre de côté cette ETI. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas une volonté de faire en sorte que la commande publique soit au service de nos PME, TPE, eh bien, inévitablement, il y aura des industrialisations. Alain Châtillon, pour clore ce débat, pour terminer peut-être sur une note positive, on rappelle malgré tout que le nombre de sites qui se créent reste légèrement supérieur à celui qui disparaissent. On n'est quand même encore pas tout à fait dans une situation catastrophique. Écoutez, ma position a toujours été d'être optimiste. Nous venons de tellement bas qu'on ne peut faire que mieux, mais à une condition, c'est que l'État ne se substitue pas aux chefs d'entreprise. On va entendre le nouveau ministre de l'Agriculture, votre ancien collègue Didier Guillaume, qui est au micro de Tantra Nuit. Oui, Didier Guillaume, un tout nouveau donc, ministre de l'Agriculture. Et bien tout d'abord, quelles sont vos priorités, vos dossiers prioritaires actuellement pour vous à votre arrivée au ministère? J'ai fixé comme priorité la formation. L'enseignement agricole est un joyau, est une pépite. Et si votre premier déplacement d'ailleurs, à lycée agricole. Parce que si on veut que la transition écologique se mette en place et que la transmission se fasse, il faut des jeunes formés. Et puis évidemment, il y a tous les sujets d'actualité, et notamment celui de la sécheresse,
qui m'occupe beaucoup. Je fais un déplacement demain dans la Meuse et dans les Vosges pour regarder la situation. L'État a déjà mis de l'argent sur la table, mais cette sécheresse pose d'énormes problèmes pour les agriculteurs, notamment pour les éleveurs. Alors vos premières prises de parole ont déjà été très commentées, Didier Guillaume, notamment sur la question du glyphosate, alors que vous avez dit attendre les preuves scientifiques. Vous persistez en la matière pour vous? Non, je crois que vous faites une erreur. Vous prolongez une fake news qui a été présentée par un média. Je n'ai jamais dit ça. Je répondais à la question des bébés sans bras et savoir s'il y avait une relation entre les pesticides et les bébés sans bras. Aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est la raison pour laquelle, avec ma collègue Agnès Buzyn et François de Rugy, nous avons lancé une enquête, là, aujourd'hui, pour faire ces vérifications. En ce qui concerne le glyphosate, le président de la République l'a annoncé, le glyphosate sera interdit en 2020. Et moi qui ai été le président du premier département bio de France, je dois vous dire que je suis très sensible à tous ces sujets et qu'il faut réduire les pesticides dans la terre. Mais justement, puisque vous le dites, le bio c'est un sujet très important pour vous, il y a une étude qui a été sortie cette semaine prouvant que les personnes qui mangent bio ont 25% de moins de chances de développer un certain nombre de cancers. Votre réaction, cela montre l'utilité, l'importance du bio et la nécessité peut-être de le développer? Vous savez, je suis ministre de l'Agriculture et également ministre de l'Alimentation. Et les Français veulent une alimentation sûre, une alimentation qui est avec une traçabilité et des produits de qualité. Et nous allons dans cette direction. Et évidemment que l'agriculture doit s'adapter à cela aussi. Nous avons besoin d'une souveraineté alimentaire, mais nous avons besoin surtout de produits qui soient des produits de grande qualité. Pour conclure, juste une réaction peut-être à l'affaire Lactalis, avec ce que l'on a dit encore cette semaine, avec peut-être ce qu'a sorti le Canard enchaîné sur le fait que Lactalis aurait utilisé du lait contaminé pour fabriquer des desserts. Depuis, cela a été démenti. Est-ce qu'il faut néanmoins continuer à enquêter sur ce sujet, que le gouvernement se saisisse de ce sujet? L'entreprise Lactalis a annoncé que ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, les services du ministère, notamment les services de la santé, sont en train de regarder. Je ne peux vraiment, sincèrement, à l'heure qu'il est, pas vous en dire plus. Aujourd'hui, les 281 salariés de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord sont au bord du précipice et avec eux plus de 1000 emplois indirects dans les entreprises des Hauts-de-France. L'avenir de ce fleuron de la sidérurgie française, qui n'en compte plus beaucoup, est en jeu. La justice a accordé à Ascoval, placé en redressement judiciaire, 2 semaines de sursis supplémentaires pour trouver un repreneur. Il ne faudrait pas que ces 2 semaines soient 2 semaines pour rien. Le groupe Vallourec, qui détient 40% de l'usine, refuse d'apporter le soutien financier demandé par Altifort, candidat à la reprise. Or, sans Vallourec, personne n'accepte de s'engager. Les 2 groupes s'écharpent sur les chiffres, le coût de revient ou la productivité des équipes. Mais ce ne sont pas des coûts, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des femmes et des hommes, des vies entières, des générations consacrées à cette usine dont l'avenir est désormais suspendu au bon vouloir des actionnaires. Ces actionnaires, l'État en fait partie, puisqu'il participe à 15% du capital de Vallourec. C'est donc à l'État de prendre toutes ses responsabilités, à l'État de trouver des financements, à l'État de soutenir ses emplois. Au nom de tous ces salariés, de leurs familles, de tous les élus, je vous demande, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, quelle est la cohérence entre vos paroles et vos actes ? Quand vous clamez la lutte contre le chômage, mais que vous abandonnez les salariés, pourquoi refusez-vous de mettre les moyens nécessaires au sauvetage de cette entreprise? Toute politique industrielle en France est-elle abandonnée au profit de la Start-up Nation qui promeut le chacun pour soi? Très bien. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Filleul, vous m'interrogez sur la politique industrielle du gouvernement et sur le devenir du site Ascoval. Permettez-moi d'abord d'adopter une perspective large pour rappeler quelques éléments factuels. Je constate
que l'année 2017 a été marquée pour la première fois depuis 10 ans par une progression de l'emploi manufacturier, que la production industrielle augmente de 1,6% sur un an de août 2018 à entre août 2017 et août 2018, que l'investissement poursuit sa progression de l'ordre de 3,1% par an en moyenne ces 5 dernières années. Notre politique industrielle est avant tout une politique de reconquête industrielle pour créer les emplois de demain. Et il ne s'agit pas que de la Start-up Nation que vous avez souligné. Cela passe par l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises industrielles, financer l'impression 3D, financer les robots à commande numérique. Ça, c'est l'avenir. Ce projet est étayé par un plan de 500 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir avec un octroi d'un suramortissement pour l'investissement dans les machines de l'industrie du futur. Cela passe aussi par le développement de projets ambitieux dans les filières stratégiques et porteuses d'avenir. Pour revenir à Ascoval, si vous le permettez, Ascoval, c'est 280 emplois. Vallourec, c'est 2800 emplois en France. Vallourec perd 300 millions d'euros au premier semestre. Il convient d'être responsable sur ce dossier, de s'assurer que le seul projet de reprise qui est aujourd'hui sur la table, après que l'État ait approché plus d'une centaine de repreneurs, flotte. Je constate que dans ce dossier, le repreneur met 10 millions d'euros et qu'il y a plus de 150 millions d'euros à financer. Je rappelle que dans le cadre de l'Union européenne, il faut prouver que le dossier est, d'un point de vue privé, acceptable. Pour 1 euro public, il faut 1 euro privé. Permettez-moi d'instruire ce dossier avec le niveau de responsabilité le plus raisonnable. Merci. C'est l'heure de votre rendez-vous, sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans le Puy-de-Dôme, terre d'élection du sénateur Éric Gold. Depuis 11 ans, il se battait pour l'inscription de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une inscription exigeante qui a nécessité un changement de stratégie de la part des élus. Reportage de Fabien Riquer. Il aura fallu 10 ans de bataille et 2 échecs successifs. Mais depuis cet été, c'est fait. La chaîne des Puys est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Une fierté pour le sénateur du Puy-de-Dôme, Éric Gold. Si la candidature a finalement abouti, c'est grâce à un changement de stratégie. Donc au fur et à mesure de la candidature, il a fallu l'améliorer. Et pour l'améliorer, on s'est concentré sur un critère scientifique. On a laissé tomber un petit peu le critère esthétique, parce que le critère esthétique, c'est toujours un peu relatif. Donc voilà, on s'est concentré, avec des arguments techniques et scientifiques, sur ce critère qui nous paraissait le plus adapté pour mener à bien la candidature. Car la chaîne des Puys présente un intérêt scientifique et pédagogique unique au monde. C'est un des seuls lieux au monde où on peut voir tous les processus à l'œuvre dans la rupture des continents, rassemblés en un lieu très restreint. Et vous voyez donc d'une part la grande faille de Limagne qui marque vraiment ce processus de cassure, d'effondrement de la croûte terrestre. Ensuite, strictement parallèle à la faille de Limagne, vous avez ce remarquable alignement de 80 volcans qui témoigne intrinsèquement de ce lien génétique entre l'effondrement et le volcanisme. Ce paysage en forme de manuel de géologie permet donc aux visiteurs, même novices, de comprendre la formation du relief. La faille de Limagne, c'est 35 millions d'années et la chaîne des Puys, c'est entre 95 000 ans et 8400 ans. Donc c'est vraiment très jeune à l'échelle géologique. Au pied du Puy-de-Dôme, le site de l'Antégie permet de poursuivre la découverte de ce patrimoine géologique. C'est vraiment à l'intérieur d'un volcan. Le cratère, il était au-dessus, il était 100 mètres plus haut. Longtemps exploité pour ses matériaux, l'ancien volcan est depuis 1992 ouvert au public. Un décor de western qui attire 110 000 visiteurs par an, mais aussi de nombreux scientifiques. On voit bien toutes les couches successives. La partie après au-dessus, c'est scories qui sont plutôt noires. Ça, c'est la deuxième éruption du volcan de l'Antégie qui est... de lave par-dessus. Oui. On peut dire que c'est un livre ouvert grandeur nature. Un livre ouvert qui s'inscrit pleinement dans l'argument pédagogique qui a permis à la chaîne des Puys de décrocher le précieux label de l'UNESCO. C'est vraiment un travail de fond qui a été fait et de faire partie de cet ensemble de 2 volcans qui est labellisé, c'est une grande fierté. Alors là on retrouve des scories volcaniques, hein, oui, c'est plutôt léger, c'est très bulleux. À Volvic, un artiste met en valeur cette matière volcanique. Thierry Courtadon sculpte la pierre de Volvic. Ses œuvres voyagent dans le monde entier.
C'est une lave, donc c'est une matière très homogène et qui n'est pas très dure, mais par contre qui est très fiable. Et c'est vrai qu'on peut se permettre à travers cette matière d'aller sur un travail de finesse assez extraordinaire. Thierry Courtadon était l'un des ambassadeurs de la candidature auprès de l'UNESCO. Ça, c'est que de la pierre. Voilà, c'est que de la pierre. Réalisé sans trucage. Une candidature axée sur le patrimoine géologique qui s'est donc révélée payante. Si l'inscription au patrimoine mondial vaut toutes les campagnes de promotion, ce label doit aussi permettre d'allier tourisme et préservation du territoire. Chaque année, plus de 500 000 visiteurs gravissent le Puy-de-Dôme. Bonjour Eric Gold. On voit dans ce reportage de Fabien Requer, vous avez essuyé 2 refus avant d'obtenir cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a fallu changer de stratégie, ça a été expliqué. On a davantage misé sur l'aspect géologique plutôt qu'esthétique. Racontez-nous comment ça s'est passé. Quand on parle de refus, le mot n'est pas forcément très adapté. C'est-à-dire qu'il a fallu faire évoluer la candidature. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui dure un peu plus de 10 ans, mais à chaque fois, on nous a demandé d'ajouter des compléments d'information, des compléments techniques. Donc, ce que vous appelez un refus, en vérité, c'est simplement le fait d'apporter des éléments complémentaires. Oui, ça ne nous a pas découragés en tous les cas. Du tout, au contraire. On savait que la route serait longue, elle l'a été pour certains, elle l'est pour d'autres encore plus longue, hein. Donc on est à peu près dans la moyenne. Une candidature sur une dizaine d'années, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est la norme, quoi. C'est indispensable pour la chaîne des Puys d'obtenir cette inscription. Ça va permettre de préserver cet univers naturel? Oui, dans cette candidature, d'abord, il faut bien insister sur le fait que c'est un bien naturel. C'est le seul bien naturel au sein de l'Hexagone qui a été classé. Donc il y en a très peu en France, hein, il y en a 4, mais les 3 autres sont sur des sites insulaires. Au sein de l'Hexagone, c'est le seul. Donc c'est évidemment très important, mais très important parce que c'est une candidature qui sert à préserver le bien. On parle souvent, quand on inscrit un bien, de l'attractivité potentielle qui peut en découler. Certes, c'est un élément considérable aussi dans la candidature, mais là, on a vraiment voulu insister sur la préservation du bien, la lisibilité de l'ensemble des volcans. Si demain, on n'arrive pas à préserver ce bien, on n'arrive pas à lire les volcans dans les années qui viennent, on perdra toute forme d'attractivité. Donc c'est pour nous un enjeu paysager notamment important. On a effectivement souvent le sentiment de voir ces volcans, hein, ils ne sont pas vulnérables et pourtant ça s'effrite un volcan, Eric Gold. Bien sûr, ça s'effrite, ça se boise. Donc à partir du moment où ça s'effrite et ça se boise, ça perd un petit peu d'attractivité, ça perd en tous les cas, la visibilité n'est pas la même. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on arrive à gérer la fréquentation, puisque la fréquentation, on parlait d'ailleurs dans le reportage de plus de 500 000 visiteurs, 500 000 qui sont concentrés sur un volcan emblématique qui est le Puy-de-Dôme, mais la candidature, c'est... Il faudra limiter la fréquentation, c'est ce que vous nous dites? Il faut l'organiser différemment. La candidature, c'est sur 80 volcans, sur 30 km. C'est pas la peine de... Enfin, il faut essayer de diffuser la fréquentation pour qu'elle ne soit pas concentrée sur la zone centrale, où vous avez les volcans emblématiques comme le Puy-de-Dôme et le Puy-Pariou, par exemple. Il faut réussir à diffuser le plus possible. Lorsque vous avez des scolaires ou des groupes qui viennent, peut voir à peu près les mêmes choses sur un certain nombre de volcans. Ce n'est pas la peine de concentrer la totalité de la fréquentation sur la zone centrale. C'est un beau message aussi pour les générations futures, cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, bien sûr. Ça veut dire que demain, des élus se sont engagés. Je pense notamment au président du conseil départemental qui est le premier à souhaiter mettre ce projet de territoire en place. C'est un projet qui a fédéré les jeunes, les moins jeunes, qui a fédéré les entreprises, les acteurs économiques, les forces vives du département, où aujourd'hui tout le monde c'est une candidature qui a donné de la fierté, qui a redonné de la fierté aux habitants et à l'ensemble des forces vives du département. On parlait de l'impact aussi économique, c'est une meilleure visibilité. Qu'attendez-vous justement en termes de retombées? Alors aujourd'hui, on vient de passer un cap. On a réussi la candidature, maintenant il faut qu'on réussisse l'inscription. Voilà, on change de cap. Ça veut dire que demain, ce projet de territoire doit en amener d'autres, mais pas forcément des projets qui sont portés par la collectivité. Il faut que ce soit des projets portés par le monde économique, par le monde universitaire. Pourquoi pas demain, puisque c'était un élément du dossier très important, le plan de gestion, comment on gère le bien pour les années futures, comment ce plan de gestion peut être partagé avec l'ensemble des sites naturels qui sont inscrits au patrimoine mondial. On pourrait ici avoir un superbe laboratoire
justement, qui sert la candidature. Ce sera la prochaine étape, c'est ce que vous nous dites? Oui, c'est ça, bien sûr. Il y aura toujours le coup d'après. Et ici, voilà, on est en train de s'organiser avec justement la collectivité, les collectivités, mais aussi les entreprises, puisque vous avez une fondation qui a été créée, une fondation avec un certain nombre d'entreprises, pour justement promouvoir le département. Ça vaut n'importe quelle campagne de promotion. Et derrière, ça aussi engendre un certain nombre de projets intéressants. Mobilisation intense du parlementaire que vous êtes sur le terrain, mais aussi ici au Sénat, à Paris? Oui, c'est-à-dire qu'on m'a confié le suivi de ce dossier. Le président du département m'avait confié le suivi du dossier. Donc vous comprenez que c'est un dossier en plus très valorisant, très passionnant. Évidemment, donc c'était assez facile pour moi de pouvoir de servir de relais, notamment avec l'ambassadeur de France à l'UNESCO. Eh bien, merci Eric Gold d'avoir été notre invité, d'avoir partagé ce projet de cette chaîne des puits désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci à vous.